Dans votre livre, vous revenez beaucoup sur l'un de vos combats, c'est le combat contre les violences faites aux femmes, et vous faites la proposition d'inscrire le mot consentement dans la loi. Vous rappelez que le code pénal aujourd'hui, lorsqu'on définit le viol, dit c'est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise, et c'est donc un viol. Mais il n'y a pas le mot consentement. Alors très bien, mettons le mot consentement. Mais comment vous allez le définir, le consentement, concrètement? Alors, déjà, il y a une proposition de loi qui est portée de manière transpartisane par des députés et de chez nous et écologistes qui ont travaillé pendant près d'1 an. Donc, moi, je soutiens aussi maintenant cette proposition de loi. Le Conseil d'État même a dit que c'était une bonne idée et l'a validée. Donc, c'est-à-dire que juridiquement, c'est quand même un truc solide, a priori, si le Conseil d'État l'a validé. Tout simplement pour plusieurs raisons. Un, parce que on voit bien que la notion même de consentement, aujourd'hui, elle n'est pas bien intégrée partout, par tous, et dès le plus jeune âge. Et qu'on a quand même un sujet majeur d'arriver à expliquer qu'une relation sexuelle, dans une vie normale, c'est une relation sexuelle qui est libre et qui est consentie. Et le consentement, ça veut dire qu'on dit oui. Ça ne veut pas dire elle n'a pas dit non. Pour plein de raisons, on peut ne pas dire non. Parce qu'on n'est pas en capacité de dire non. Ça veut dire... Mais dans une relation normale, dans la vie réelle, vous savez quand quelqu'un éprouve du désir ou n'éprouve pas de désir, a envie ou n'a pas envie, est libre ou n'est pas libre. Heureusement que si. Heureusement que si. Parfois un non peut devenir un oui et un oui peut devenir un non. Oui, alors je pense qu'il faut éviter d'entrer là-dedans. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit non, on part du principe que c'est non. Non, mais ça existe. Vous voyez, quand on intervient dans des classes notamment et qu'on leur pose la question, on leur dit voilà, si votre petite copine elle dit non, ça veut dire quoi pour vous? En fait, on leur dit si elle dit non, c'est que c'est non. Puis on s'arrête là. Et, on n'est pas obligé d'insister. Et surtout, évidemment, on ne force à rien. On ne force à rien. Qui vont avoir leur première relation ssexuelle à 15 ans, qui ont comme seul exemple le porno d'aujourd'hui. Ça, c'est un fléau que je dénonce d'ailleurs dans le livre. Est-ce que ça ne fait pas peser sur eux un modèle de société de demain qui est quand même à l'inverse de ce que nous on a vécu et qui est quand même un truc hyper anxiogène. Non. Moi, j'aimerais pas avoir 15 ans aujourd'hui, quoi, parce que c'est hyper anxiogène. Moi, ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, le bal, la drague Mais ça, on l'empêche pas, heureusement. Si, les garçons. garçons. Moi, j'empêche personne de draguer, les garçons de tomber amoureux, d'avoir envie d'avoir des relations sexuelles consenties. Moi, je traîne dans un vestiaire de rugby assez régulièrement. Les gamins de 15 ans, ils ne vivent plus ça, quoi. Exactement. Oui, moi, ils ne vivent plus ça. Ils sont dans un truc anxiogène en se disant comment on va faire. Je pense surtout que ce que vous avez dit, c'est la question du porno. Et je pense que le porno, ça détraque. Oui, mais c'est bien le problème. C'est bien le problème, c'est que ça les détraque. Il faut qu'il fasse signer un contrat, la fille, avant de faire quoi que ce soit. Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est quand même. Comment vous établissez le consentement si c'est pas un contrat qu'on signe? Désolé, c'est une caricature cette histoire. On va vous faire signer un contrat. Déjà, ça veut rien. Non, mais déjà, ça veut rien dire parce que c'est pas parce que vous avez signé un bout de papier qu'on vous l'aurait pas extorqué et que vous aurez pas obligé à signer. Donc ça ne dit rien du consentement. La question, c'est à un moment, est-ce que oui ou non, la personne qui est avec vous, avec laquelle vous avez une relation sexuelle, eh bien cette personne-là a souhaité que cette relation sexuelle existe. C'est en fait, désolé de vous le dire, mais c'est normalement toutes celles que nous avons vécues autour de cette table, c'est-à-dire des choses normales, où les gens sont libres, où les gens disent oui, où les gens ont envie, où les gens ne sont pas forcés, où les gens ne sont pas contraints. Et aujourd'hui, c'est bien ça. On voit que les frontières, elles sont malheureusement de plus en plus floues. On voit justement qu'est-ce qui se passe dans le porno, qu'est-ce qu'on explique à ces gamins à force de ces images, qui malheureusement existent par millions et par millions, qui sont si faciles d'accès. Mais si, malheureusement, là, soyez pas naïfs. Malheureusement, dites-vous que même vos chers chérubins, a priori, ils ont accès à du porno. Si c'est pas sur leur téléphone, c'est sur le téléphone d'un autre. Et qu'en moyenne, c'est à l'âge de 10 ans qu'ils commencent à en voir. Et qu'est-ce qu'ils voient dans ces images? Ils voient que de la violence, ils voient que de la contrainte. Et donc c'est ça. On leur explique, on leur montre, on leur dit qu'une relation sexuelle, c'est forcément de la violence, c'est forcément de la contrainte, c'est forcément de l'humiliation. C'est le contraire de ce qu'on a envie de dire normalement à nos enfants, qui est qu'une relation sexuelle, en fait, qu'il y ait de l'amour ou qu'il n'y ait pas de l'amour, ça, j'ai pas à le juger quelque part, chacun est libre, mais c'est d'abord de la liberté en fait. C'est de la liberté et c'est que les deux soient consentants. Et c'est ça. Et donc oui, il faut lutter contre le porno, ce qu'on fait pour faire en sorte que nos gamins, nos enfants n'aient pas accès à ça parce que ça les détraque, ça leur fait du mal, ça touche à leur santé mentale de manière aussi évidente, et puis de rappeler des règles qui sont importantes. Oui, mais justement sur cette question, on peut continuer sur la question aussi des femmes et du droit des femmes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour que la tragédie de Shahinez Daoud
ne se reproduisent plus parce que son mari, qui aujourd'hui est traduit devant la cour d'assises et Depuis qui hier. d'ailleurs de Gironde. voilà, cour d'assises de Gironde. Elle- D'ailleurs, Elle a si été brûlée vive par son voilà, mari. si je peux me permettre, beaucoup moins Prédestiné. couverte que le procès de Monsieur Depardieu, mais enfin, ça doit intéresser moins nous toutes qui fait des flash mobs que d'aller s'intéresser au cas de Shahinez Daoud. Et donc, cet homme qui en plus tient des propos absolument infects à la barre, il était identifié. Elle avait porté plainte. Il avait fait de la prison. Elle n'avait pas de téléphone grand danger. Elle ne pouvait rien faire finalement pour se protéger de cet homme-là, qui l'a assassiné dans des conditions absolument barbares. Et si vous me posez la question, Et est-ce il qu'il y a eu des d'autres défaillances? Shahinez Il y a Daoud en eu, ce il y a eu moment. évidemment des défaillances. Voilà, mais Je peux pas en ce dire moment, autre au moment chose où qu'il y a eu on des parle défaillances. Shahinez Daoud, il y en a beaucoup en France que la justice ne protège pas comme elle le devrait. Et je ne dirais pas son nom parce que ce serait lui donner trop d'humanité, des individus comme ce monsieur qui sont en train d'attendre, de continuer à harceler leurs femmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre vraiment les femmes à l'abri plutôt que de faire des flash mobs avec nous toutes? Alors moi, Par je, ailleurs, moi, font je le fais tri pas dans les moi, je fais pas de manifestations. flash mob. J'essaye de mettre les Voilà. moyens pour faire en sorte d'éradiquer les violences, pour faire en sorte de lutter contre l'indifférence et de dire qu'à un moment, on doit tous être en situation d'alerte parce qu'on a tous des collègues, on a tous des amis, on a tous des membres de famille, on a tous des voisins et qu'on doit pouvoir à un moment écouter et entendre les signes. Qu'appeler le 17, c'est pas de la délation. Appeler le 17, ça peut être de sauver une vie. Quand c'est une femme qui est en danger, quand c'est un enfant qui est en danger, en fait, on devrait même pas se poser la question. De rappeler le 3919, qui est un numéro que les femmes peuvent appeler, qui est H24, 7 jours sur 7, de manière à ce qu'elles puissent être informées sur leurs droits. De dire aussi que nous avons des dispositifs qui existent et que ces dispositifs sont là pour les protéger. Les ordonnances de protection notamment, qu'elles peuvent obtenir maintenant en quelques heures pour faire en sorte que le conjoint violent n'ait pas le droit d'avoir accès à elle, un téléphone grave danger que vous avez sur vous si jamais vous êtes justement séparés, mais qu'il y a un risque de violence, de réitération de la violence, pour que vous puissiez être archi prioritaire en fait auprès de la police et de la gendarmerie, des bracelets anti-rapprochement que le conjoint violent peut porter ou que vous-même vous pouvez porter sur vous si vous le souhaitez. Bref, tout ça, ça existe. Il faut que les avocats le disent. Et c'est pas Il faut encore que les assez avocats diffusé. le diffusent de manière systématique à leurs clientes. Il faut que les magistrats aident à le diffuser. Pour une femme qui vient pour un divorce et qui évoque la question des violences conjugales, il faut qu'immédiatement on lui propose une ordonnance de protection et qu'on lui propose ces dispositifs. Mais il faut qu'on soit une société très en alerte et très vigilante.